Ce rendez-vous a été créé en 2000, il intervient tous les 5 ans et rassemble, comme je le disais, les plus hauts représentants des parlements et des Nations Unies dont vous faites partie. D'abord, pas uniquement pour Monaco, mais de manière générale, quels sont les grands enjeux de coopération interparlementaire qui sont abordés cette année ? Cette année, la thématique principale, c'est un monde dans la tourmente avec toutes les problématiques relatives au numérique. C'est vrai qu'on a des conflits au Moyen-Orient, on a des conflits avec l'Ukraine et ça a tendance à se développer. Aujourd'hui, la paix fait un recul considérable ces dernières années, ces derniers mois. Donc c'est tout l'enjeu justement de cette coopération interparlementaire pour discuter de cette thématique et essayer d'apporter des solutions, chacun autant que nous sommes, avec nos forces, nos faiblesses, pour proposer justement de retrouver cette paix, cette prospérité dans le monde entier. Comment elle s'articule cette entente, les débats, comment est-ce qu'ils s'articulent entre tous les présidents de parlement plutôt qu'entre les présidents, par exemple, des nations qui se réunissent ? Alors, il y a un débat général qui a lieu dans la grande salle du Palais des Nations. Puis ensuite, il y a des débats annexes dans d'autres salles sur les côtés. Et puis ensuite, nous avons aussi des relations bilatérales que nous mettons en place avec d'autres pays. Donc, il y a 3 niveaux de coopération avec les autres présidents de Parlement. Et c'est tout l'enjeu de ces réunions-là. Quel message est-ce que vous souhaitez faire passer au Monaco dans le contexte international qu'on connaît aujourd'hui ? Alors nous justement, c'est que chacun d'entre nous, chaque pays a son rôle à jouer à ce niveau-là, que ce soit avec un rôle actif dans le conflit armé, ou ce que nous ne pouvons pas nous permettre, bien évidemment, avec un territoire de 2 km² et une population de 39 000 habitants, on ne va pas dire tenez, on part les armes à la main pour aller au front, ça c'est impossible. Par contre, on a un rôle à jouer également sur l'impulsion du prince souverain, qui est soutenu par l'ensemble des institutions monégasques. C'est cette dynamique-là autour de la préservation de l'environnement, autour de la réalisation des objectifs de développement durable, qui sont nécessaires comme exemple et comme locomotive pour les autres pays. Donc chacun avec ses forces et ses faiblesses, justement, on a un rôle à jouer là-dedans, et c'est justement en étant unis que nous pourrons arriver à travailler tous dans le même sens et à œuvrer pour cette paix, cette prospérité et pour la justice. Et alors vous menez également une autre intervention à la tribune de l'Office des Nations Unies, portant cette fois, vous l'aviez dit tout à l'heure, sur l'avenir du numérique. Est-ce que vous diriez qu'un petit État comme Monaco peut vraiment exister au même titre que les géants américains ou chinois dans ce domaine ? Alors, peut-être pas dans le développement de la matière numérique, du digital, c'est effectivement particulièrement difficile de lutter avec ces pays, avec ces géants qui sont déjà avec des années d'avance. Mais par contre, pour installer le numérique et la digitalisation au niveau entier de l'État, là justement, on a toute notre place, parce que c'est plus facile dans un petit pays de 40 000 habitants et de 2 km² que dans un grand pays où il y a plusieurs millions d'habitants. Donc si on veut faire du tout numérique, de la tout digitalisation, c'est bien évidemment plus facile en principe de Monaco que dans les grands pays tels que c'est le cas ailleurs. Donc on peut servir d'exemple pour ces grandes nations. Donc effectivement là on a tout notre rôle à jouer de ce point de vue-là. Aujourd'hui, on a la difficulté de l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus développée, qui nécessite d'être encadrée. On a quand même un grand débat aujourd'hui avec OpenAI, Meta ou Google, qui sont les 3 géants de l'intelligence artificielle, et la réglementation européenne qui est beaucoup plus stricte que ce qui peut se passer ailleurs en Europe. Alors, il y a tout un équilibre à trouver entre la nécessité de permettre de se développer dans ces domaines-là, parce que les criminels, eux, n'ont pas de difficulté pour le faire, ils ne sont pas encadrés par des règles ou quoi que ce soit, donc ils ont toute liberté pour le faire, et l'encadrement aussi pour les personnes physiques ou les personnes morales du monde entier qui peuvent être victimes aujourd'hui de ces agissements qui ont lieu, et de cette criminalité ou cette délinquance qui a lieu avec l'intelligence artificielle. On a pu le voir il y a quelques mois, quelques années, avec l'usurpation de l'identité du prince Albert lors de conversations, notamment de conversations visuelles. Aujourd'hui et demain, ça sera de plus en plus difficile à faire la part entre le faux et le vrai, justement par l'utilisation de ces moyens. Donc il y a tout intérêt effectivement à encadrer cette technologie. Après cette séquence consacrée à vos interventions à la tribune, s'en suivra celle des réunions bilatérales prévues avec plusieurs de vos homologues. Vous allez en effet rencontrer d'autres acteurs des petits États d'Europe. Êtes-vous en mesure de nous révéler quelles personnalités vous allez rencontrer et quels seront les objectifs de ces échanges ? À ce stade-là, j'ai déjà vu mes homologues monténégrins et maltais. Hier soir, nous avons eu le cocktail de bienvenue, donc j'ai pu discuter avec le président du Sénat belge, avec le président du Sénat suédois, le vice-président du Sénat du Liechtenstein. Cet après-midi, je reçois le président du Parlement anglais.
Donc avec toutes les conséquences du Brexit aussi, ça c'est peut-être aussi une discussion que nous allons avoir sur, notamment sur les discussions pour ce qui concerne Monaco autour de l'accord d'association avec l'Union européenne. Voilà, qu'est-ce que ça a apporté pour eux la sortie de l'Union européenne, quelles sont les conséquences, les avantages, les inconvénients qui peuvent être pris en compte pour de futures négociations si une discussion avec l'Union européenne devait avoir lieu à nouveau. Donc, ensuite, il y avait le Luxembourg. Je devais rencontrer mon homologue chypriote, mais à cause des incendies qu'il y a eu lieu là-bas, elle a annulé sa venue. Donc voilà, on verra au fur et à mesure. Après, c'est pas parce que des bilatérales sont prévues qu'on ne peut pas rencontrer un homologue à l'hôtel et pouvoir discuter de tous ces sujets-là par ailleurs. Thomas Brezzo, en tant qu'incarnation du Conseil national, nous savons que vous attachez beaucoup d'importance au rayonnement international de la principauté. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous allez continuer de défendre? C'est pas quelque chose qui me tient à cœur particulièrement, aujourd'hui c'est une nécessité. On a un poids de plus en plus important des instances internationales sur la législation monégasque, sur les bonnes pratiques. On le voit avec notamment le Greco, le GAFI et autres qui sont des organismes d'évaluation de notre législation, de nos pratiques en principauté de Monaco. On doit se mettre en conformité, donc c'est aussi important de faire connaître nos spécificités auprès de nos homologues qui sont eux finalement les décideurs et qui vont valider ou invalider un rapport qui sera fait sur la législation monégasque ou sur les pratiques monégasques. Donc autant faire ce travail-là qui est nécessaire aujourd'hui, tant le point international est de plus en plus important. Donc on a tout intérêt à faire connaître nos spécificités. On l'a vu notamment avec la nomination de Sébastien Biancheri, juge monégasque à la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'était pas gagné initialement. Merci beaucoup Thomas Brezzo d'avoir répondu à nos questions sur Monaco Info depuis Genève en Suisse. Je vous en prie, merci à vous.